Mesdames, Messieurs, bonjour. Deuxième table ronde en ce qui me concerne, première en ce qui vous concerne. Un exemple de multimodalité aboutie, la multimodalité Fouad, animateur qui anime beaucoup de débats pour la ICTL depuis quelques années. C'était un peu l'arlésienne, la tarte à la crème, et comment on fait, il faudrait le faire, oui mais c'est cher, oui mais le coût à la pince, le coût de manutention, etc., les aides à la pince. Et puis j'ai ici deux interlocuteurs qui l'ont fait ensemble, en dialoguant ensemble. Chloé Gage, responsable décarbonation du transport, ce qui veut tout dire après mon débat sur l'empreinte carbone chez PepsiCo, et Emmanuel Cordelette, directeur commercial de l'OMAC, qui est venu en force avec deux kakémonos, mesdames, messieurs, au cas improbable où vous ne connaîtriez pas cette société. PepsiCo est un petit peu plus connue, une petite PME très locale que vous allez nous présenter, chère Chloé. Qui êtes-vous, que faites-vous et pourquoi avez-vous eu besoin de transport combiné ? Oui, alors bonjour à tous, Chloé Gage. Je vais vous faire une petite présentation de PepsiCo avant d'aller un petit peu plus loin sur la multimodalité. Alors donc PepsiCo, parce que tout le monde connaît bien le Pepsi, un petit peu moins nos autres marques. Donc ça c'est une présentation du groupe PepsiCo Monde avec le chiffre d'affaires. Je vous laisse lire tous les chiffres qu'il y a dessus. Pour un petit focus sur PepsiCo France, PepsiCo France a été créé en 1993. C'est un petit peu moins d'1 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière et c'est 16 marques. Les marques qui vous parleront peut-être le plus sont les Chips Lay's, la marque BD Nuts, le 7-Up, etc. Donc, voilà pour le groupe PepsiCo, et en sachant qu'on prévoit encore une croissance de chiffre d'affaires en 2023. Donc ça, c'est pour revenir un petit peu après sur tous les enjeux qu'on a avec la décarbonation, à savoir de réduire nos émissions tout en gérant de la croissance volume. Ensuite, alors, donc PepsiCo a créé en 2021, si je ne m'abuse, le programme P+, à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est juste pour encadrer un petit peu toutes nos activités et chacun de nos métiers qui doivent se faire en gardant toujours en tête le fait qu'on cherche à aller réduire nos émissions et à intégrer de mieux en mieux aussi les employés et tout l'aspect humain. Donc tout ça, ça se fait sur la partie agriculture, parce que l'agriculture pèse très très lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les choix positifs qui vont plutôt être sur le recrutement et le développement des employés PepsiCo. Et enfin, la chaîne de valeur, qui est la partie sur laquelle je vais me concentrer et qui contient du coup tout l'aspect logistique. Pour vous présenter un petit peu le transport de PepsiCo France et vous donner un petit peu une idée de tous nos volumes. PepsiCo France, c'est 120 000 voyages à l'année, avec le détail amont-aval, donc amont de nos usines vers nos dépôts, aval de nos dépôts vers les dépôts de nos clients. On travaille avec une 60aine de transporteurs. On a 40 usines avec lesquelles on travaille également tout en Europe, 8 dépôts d'expédition, et on va livrer un peu plus de 1000 points de livraison. Donc tout ça, pour vous dire, le message principal de cette slide, c'est on a une chaîne logistique qui est très compliquée. Ensuite... Comme la zapette. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors... Donc, sur la décarbonation, PepsiCo a intégré le programme FRED 21 en 2019. Rappelez-nous ce qu'est le programme FRED 21. Alors, le programme FRED 21 est le programme pour les chargeurs qui a été créé par la UTF. Et donc, on s'engage, c'est un programme qui dure 3 ans, dans lequel on va s'engager à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut un minimum de 5%. Et donc là, il y a les résultats de ce programme-là, vu qu'en fin 2022, on est arrivé à la fin de notre premier bilan FRED 21. Donc je vous ai mis ici les grands chiffres qui vous permettent de voir un petit peu toutes les typologies d'actions qu'on a pu mettre en place pour arriver à des résultats qui sont très bons. On a fait moins 12% en masse, donc je compare vraiment les émissions qu'on a émises sur notre année étalon en 2019 avec nos émissions totales à la fin de l'année 2022. Ça, c'est pour tous vos métiers, c'est pour l'ensemble de vos émissions de carbone, y compris les émissions indirectes ? Alors non, ça c'est vraiment les émissions PepsiCo France, et c'est du transport pur de produits finis. Donc c'est sur mes 120 000 voyages que je vais faire sur l'année. Ça tient compte de la fabrication du produit ? D'accord. Non. Ok, que le transport. D'accord. Exactement. Alors, moins 28% en intensité pour nos amis, ça veut dire quoi ? Alors, ce moins 28% en intensité, je l'ai mis en dessous, il est très important. Et justement, il va venir montrer qu'on n'a pas fait que réduire en masse, parce qu'en fait, on pourrait réduire nos émissions en masse si tout simplement notre volume baissait. Le fait d'avoir une intensité qui est encore plus basse vient vraiment montrer qu'on est venu pallier et même compenser et surpasser une croissance volume qu'on va avoir, tout en diminuant quand même nos émissions de CO2 en fin de compte. Sur la période des 3 ans, ça nous a permis d'éviter 13 000 tonnes de CO2.
Donc après, quelques exemples. On a lancé le camion remorque. Alors ça, c'est des tout petits volumes, mais c'est pour montrer quand même que chaque geste va être important. On a commencé avec la première ligne cette année. On livrait 4 points de livraison en fin d'année. Entre 2021 et 2022, on a fait x2 sur les flux en multimodal, sur le rail route. Principalement, x3 sur les biocarburants, donc principalement de l'HVO, donc à base d'huile usagée et en baissant, donc plutôt sur les carburants à base d'huile de colza. Et enfin, on travaille, parce qu'on ne fait évidemment pas ça tout seul, 40% de nos flux aujourd'hui sont réalisés avec des transporteurs qui sont eux-mêmes engagés dans le programme parallèle au nôtre, mais pour les transporteurs, qui est Objectif CO2. Transporteur que vous aidez lui-même à changer de moteur, à rétrofiter, à changer de carburant? Alors tout ça, oui, ça se fait. Enfin, clairement, aujourd'hui, on le voit. Si on veut vraiment aller plus loin, on ne peut pas le faire tout seul. Les transporteurs ne pourront pas le faire tout seuls. Donc il faut qu'on travaille avec eux. Et il y a tout un questionnement sur comment on va faire pour pouvoir aller plus loin ensemble. Ce qui était absolument pas le cas avant. Et enfin, pour terminer, un petit zoom sur le rail route, parce qu'après, Manuel va aller plus en détail. Donc voilà, aujourd'hui, les plateformes sur lesquelles on travaille pour PepsiCo en France. 6% de nos flux sont réalisés en rail route. Sur les kilomètres parcourus, ça en représente 13. On a beaucoup de flux qui viennent d'Espagne et qui vont remonter dans le nord de la France. Et inversement, on a pas mal de flux qui vont descendre du nord de la France pour aller vers le sud-est. Et on est assez content aussi parce qu'on commence à développer des lignes qui sont beaucoup moins évidentes pour les gens, à savoir le Vénissieux vers Rennes. On traverse un petit peu moins facilement la France dans ce sens-là. Et l'année prochaine, on va aussi commencer une ligne d'Ourges vers Rennes. Pourquoi il y a deux points en rouge? J'espérais qu'on ne me pose pas cette couleur. Le code couleur ne veut absolument rien dire sur cette carte. Les bleus ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, très exactement. Oui, c'est vrai. Et ça se voit pas bien. C'est vrai. Parfait. Donc voilà pour la partie PepsiCo, en sachant que Manuel va revenir dessus. Avec Lomac, on a commencé par travailler sur des flux qui remontaient du sud de la France, donc qui venaient de 2 usines en Espagne pour remonter dans le nord de la France, et pas mal de flux, j'ai pas appuyé, qui descendent du nord de la France et qui vont descendre vers le sud-est, et une petite partie qui va descendre vers le sud-ouest. Quelle est la part de... Alors, 13% en tonnes-kilomètres en transport combiné, c'était combien il y a 3 ans? C'est juste du kilomètre parcouru. Je ne fais pardon. pas de tonnes, je fais assez peu de tonnes-kilomètres. Alors, pour une simple raison, c'est qu'en fait, on transporte du produit très lourd, de la boisson, et en face, je transporte aussi beaucoup de chips très légers. Et donc, avec les deux, le tonne-kilomètre, à certains moments, quand je fais les comparatifs, ne fait pas beaucoup de sens, d'où les kilomètres. Donc, quand même, 13% donc, de kilomètres. Donc, on a fait x2 par rapport à 2021. D'accord. Et en fait, il y a 3 ans, on faisait quasiment rien. Ah oui. On en faisait assez peu. Et c'est il y a 3 ans, vous avez rencontré votre voisin? C'est plus récent que ça, c'était en 2020, 2021, fin 2020 Fin 2021. Fin 2021. Et ça a tout changé. Manuel Cordelet, Lomac. Qui est Lomac? Bonjour à tous. Manuel Cordelet, donc directeur commercial de Lomac. Lomac existe depuis 15 ans et à la création, c'était vraiment de faire du rail route son ADN. Aujourd'hui, donc, je vais On va appuyer sur le bouton. présentation. Allez-y. Oui. Donc Lomac, créé en 2007, société donc familiale spécialisée dans le transport combiné rail route, avec 4 agences situées à Miramas, Valenton, Dourges et Agen. J'appuie plus que ça. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, état des axes ferroviaires pratiqués. Donc aujourd'hui, on travaille au quotidien avec nos clients pour des plans de transport durables. C'est-à-dire qu'on va travailler à réduire les kilomètres à vide le plus possible. Pour nous, écologie, ça rime avec économie. Donc ça va être d'abord nos objectifs de satisfaire nos clients, bien entendu, comme le ferait un transporteur routier. Favoriser le report modal, donc travailler avec nos clients sur l'éligibilité des axes. Faciliter le travail des plateformes logistiques. C'est aussi notre dada qui est de pouvoir décrocher des caisses sur les plateformes logistiques pour aider au chargement et au désengorgement des plateformes logistiques. Supprimer les kilomètres à vide, justement, et bien sûr mettre en évidence, en valeur, le bilan carbone de nos clients. Comment on facilite le travail des plateformes logistiques?
Eh bien, Pourquoi ça a besoin d'être facilité? C'est compliqué, c'est dangereux, c'est encombré? eh bien, le transport en France est fait de telle façon que tout le monde veut vider ses camions le matin et recharger en début d'après-midi. Ce qui fait que les plateformes se retrouvent avec un goulot d'étranglement sur le fait de devoir tout charger dans un créneau de 10 heures, on va dire, à 15 heures. Le travail de décroche des caisses va permettre à la logistique d'abord d'avoir une surface de quai amovible et donc de pouvoir préparer et charger les camions sans attendre que le chauffeur soit là. Et donc c'est du travail en temps masqué. Ça permet de lisser le travail des équipes logistiques. C'est un travail, on dépasse un peu le cadre du rail route, mais ça rentre dans ce cas de figure puisque ça va nous permettre d'enlever leurs commandes dans des créneaux où en général les routiers ne se présentent pas forcément parce qu'il faut d'abord qu'ils vident leurs camions. Et ensuite de pouvoir lisser la charge et par exemple, de pouvoir avoir plus de CDI au niveau cariste, manutentionnaire, que de faire appel à l'intérim parce qu'ils vont devoir travailler sur les points d'activité. Donc ça, c'est un travail très fort. Et on est aussi gestionnaire de parking sur les plateformes de nos clients pour justement les aider à passer notamment les caps de la saisonnalité. Je dépasse un peu le cas du rail route, mais ça va être un phénomène qui va permettre de pouvoir augmenter les rotations de camions. Je m'explique, c'est que par le système du rail route, un conducteur rail routier, il fait le travail de 3 à 4 chauffeurs routiers. Ça, c'est intéressant, on en avait parlé au téléphone, expliquez-le ça. C'est très simple, vous prenez un axe Lille-Marseille. Lille-Marseille, vous avez 1000 km. Un routier, il va présenter un chauffeur le lundi en chargement à Lille. Il va descendre, livrer, dans le meilleur des cas, il va plutôt livrer le mercredi matin, chercher un rechargement et remonter. Donc il va revenir sur la plateforme de Lille, pas avant le vendredi. Donc c'est-à-dire qu'un chauffeur, un transporteur routier, il doit aligner minimum 4 chauffeurs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avant de retrouver son chauffeur du lundi, le vendredi sur la plateforme. Alors que vous en alliez un. Alors que nous, on aura un chauffeur le lundi, qui fera pas seulement un chargement, il pourra en faire 2, voire 3, d'où l'intérêt des caisses décrochées chez les clients. Et ensuite, il suffit d'avoir un chauffeur sudiste qui va lui récupérer les caisses et va faire la même chose en livraison sur le sud de la France. Mais si tant est que le trajet jusqu'où depuis la plateforme n'est pas trop loin par rapport au client. Effectivement. Et est-ce qu'il y a une distance justement maximale au-delà de laquelle ça ne vaut plus la peine? Alors, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règle là-dessus. Bien sûr, plus le trajet du pré et du poste seront prêts, plus l'impact économique sera important. Il y a des contraintes que malheureusement on ne maîtrise pas là-dedans. Et nous, on a un assez bon exemple. Alors, notre dépôt dans le Nord est à 8 km de Dourges. Donc là, on a le cas où c'est très facile et c'est juste à côté. En Espagne, par contre... C'est à Libercourt, c'est ça? Exactement. Ouais. En Espagne, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. L'écartement des rails n'est pas le même en France et en Espagne. Oui, ils avaient une usine à Burgos. Une usine à Burgos et une à Echavarri, à Vitoria. Et donc dans les deux cas, pour les usines, c'est plus simple pour nous de faire partir les camions, de les emmener jusqu'à Muguer, donc du coup juste après la frontière au niveau de Bayonne. Et là, ça va prendre le train sur les rails. Donc là, on est sur des préacheminements qui sont beaucoup plus longs. Mais quand même... sont inévitables de toute façon. Qui sont complètement inévitables et qui font quand même que sur un trajet qui fait 1200 km, il y en a 1000 qui se font en train. D'accord. Monsieur Cordelet. Donc effectivement, on a démarré ce flux-là en décembre 2021 à la demande de PepsiCo, à la demande de Chloé, pour répondre justement aux importations d'Espagne vers Lagny-le-Sec et vers Libercourt. Et effectivement, en faisant ce schéma-là, vous divisez de 80%, vous réduisez de 80% l'impact environnemental. Je continue. Juste, j'avais un petit point sur l'accroche-décroche aussi. Pourquoi ça peut nous aider? Alors nous, ça nous permet aussi de lisser notre activité dans les dépôts et ça permet de sécuriser encore plus le train. Il y a des contraintes horaires, le train part en fin d'après-midi, il ne faut pas le louper. Donc potentiellement, ça nous permet de mettre les caisses pour être sûr et s'assurer que les caisses chargent bien le matin et qu'elles ne loupent pas le train. Parce qu'un train loupé, c'est 24 heures de retard tout de suite. Pour compléter ce que dit Chloé, on est tout à fait en capacité de décrocher une caisse en fin de journée sur le parking de Libercourt. Ils font les chargements de nuit, on récupère la caisse le lendemain matin et le lendemain matin, le chauffeur est capable de faire 3 tours pour mettre les 3 caisses sur le train. Donc un chauffeur vous fait 3 chargements. Un routier sera obligé d'aligner 3 chauffeurs. Donc vous voyez un peu la productivité en cette période où on va continuer à avoir une pénurie de conducteurs très forte. L'intérêt du rail route aussi à ce niveau-là.
Donc là, au niveau de nos services, donc, nous sommes donc dans une prestation rail-route où là, en 2021-2022, nous sommes sur 16 000 caisses en report modal. Une distribution régionale qui correspond à 12 000 camions sur un rayon de 250 km entre l'Île-de-France, le Nord et la région PACA. Et on fait aussi une autre activité en parallèle qui est du pilotage de flux pour des clients sur l'ensemble du territoire national, où bien entendu dans ce type de flux, tout ce qui va être éligible au rail sera mis systématiquement sur le rail. Alors, voilà bon, l'évolution de la société depuis sa création en 2007, et avec donc une croissance continue, une période un peu plus compliquée avec des changements logistiques et avec le Covid. Donc aujourd'hui, on est aux alentours d'un 30 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. 65% c'est du rail-route, 35% c'est du pilotage de flux. Décidément, il faut appuyer fort. Voilà, notre parc, puisque notre volonté c'est d'avoir nos propres matériels, 300 caisses mobiles, 90% c'est de la tote linéaire, 10% c'est du fourgon, 80% de nos caisses ont moins de 3 ans, 154 châssis polyvalents pour faire donc de la caisse mobile ou du container maritime, et 42 tracteurs équipés d'informatique embarquée avec un renouvellement de 12 tracteurs en septembre 2020. Renouveler vers quoi? Vers quel type de motorisation? Alors on s'est posé la question, nous étions à l'époque en Euro 5 et on est basculé en Euro 6. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait l'analyse notamment des 4 principaux polluants issus de la carburation, l'Euro 6 pollue moins que le gaz. Ah oui. Sans avoir cet investissement très lourd. Donc oui. Pas de GNC. Comment? Pas de GNC Euro 6. Non. On est resté sur l'Euro 6 qui, globalement, quand on mesure les grammages complets des 4 polluants principaux, on est inférieur à celui du gaz, sans avoir les inconvénients, puisque nous pouvons justement ne pas avoir cet investissement très fort. Donc, c'est un choix technique. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est Besson, c'est HVO, c'est Alors l'électrique? justement, on est sur des projets en XTL, avec justement des cuves de 30 000 litres, positionnés proches des terminaux, pour justement que ces 10-15% de routes qui correspondent à nos postes-acheminement, eh bien, une fois qu'on aura mis ça en place, on aura décarboné sur 1000 km à hauteur de 98% la route, le flux. Un argument qui vous plaît, ça, en pré et en post-acheminement, Madame Gage? Ah oui, on pousse vers ça. Alors forcément, aujourd'hui, donc le B100 et le HVO, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Comme on est plutôt au début. Alors, sauf que pour utiliser le B100, il faut changer de camion. Je crois que c'est plutôt HVO, un filtre à mettre. Il y a une petite modification, mais il ne faut pas changer tout le camion, sauf sur les derniers modèles. On n'est pas obligé de modifier les moteurs avec le XTL. Avec le XTL, mais avec le B100. Ah, le B100, il faut un petit aménagement. Mais nous, c'est pas notre choix, ça sera le XTL, parce que justement, vous pouvez, en cas, parce qu'il n'y aura pas du XTL pour tout le monde, hein, puisqu'on sait que c'est du déchet recyclé, donc il faut qu'on puisse garder la polyvalence entre le gasoil classique en Euro 6 et le XTL. Par contre, vous réduisez votre empreinte carbone de 90% sur les kilomètres route que vous faites, ce qui correspond aux 2% qu'il reste sur les 100%. Madame Gage. Non, c'est tout à fait ça. Et donc, moi, ce que je disais, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on commence plutôt quand on va mettre du B100 et du XTL ou du XTL sur nos trajets. Comme on est plutôt au début, moi, mon poste, il a 2 ans, c'était une création de poste, donc on est en train de commencer à décarboner. On a des résultats qui sont très bons, mais on a plutôt tendance à s'attaquer à nos plus gros trajets. Et c'était aussi l'avantage du XTL et du HVO, c'est que ça permet de faire de la grande distance là où les gaz ne le permettaient pas. Enfin, surtout le biogaz, parce qu'en effet, les gaz, le GNC, le GNL, en termes de diminution d'émissions, sont un petit peu moins intéressants. Mais une fois que ce gros bout sera fait, et même si on peut le faire avant, décarboner l'ensemble du flux, oui, c'est le but. Est-ce que vous pourriez décarboner de la sorte la totalité ou une part majoritaire de vos flux? Ou est-ce que tout dépend finalement de la taille du poste et du préacheminement, de la proximité relative avec une gare? En fait, il y a des contraintes aussi quand même sur le B100 et HVO. Ça veut dire qu'il faut que notre transporteur ait des cuves. Donc nous, il faut qu'on les accompagne. Et après, il va y avoir des contraintes aussi qui risquent de venir dans les prochaines années. C'est que c'est des carburants qui attirent de plus en plus. Le principe de ces carburants, et pour qu'ils restent intéressants, c'est que la demande va être limitée un jour.
Le but n'est pas qu'on déforeste pour aller planter du colza pour faire du carburant, pour le baissant. Et pareil, les ressources en huile usagée auront une limite. Donc le jour où on atteindra cette limite, il va se poser aussi de nouvelles questions. Mais tant qu'on a cette ressource-là et tant qu'on peut la déployer, oui. D'accord. Mais ma question était plus large. Est-ce que, compte tenu du positionnement de vos usines, compte tenu de leur éloignement relatif de gare de chemin de fer, est-ce que ce que vous faites en termes de multimodalité restera dans la marge du trait, restera minoritaire ou a vocation à devenir de plus en plus important ? Elle restera minoritaire. J'ai fait l'exercice. A priori, on devrait pouvoir monter à hauteur de 20% de nos flux au maximum, avec le réseau qui existe aujourd'hui. Ça me permet de me projeter quand même au moins jusqu'à 2030, parce qu'a priori, le réseau ne va pas être complètement bouleversé sur les prochaines années. C'est un petit peu ça les contraintes aussi, c'est que on sait qu'il y a certains axes qui commencent à être saturés. Lesquels ? L'axe qui fonctionne le mieux, celui qui part du nord et qui descend vers le sud-est. Il y a des axes qui se font pas bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on veut traverser en transversale la France, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les délais sont plus longs. Le train est très intéressant en termes de carbonation, il a quand même un taux de service qui est très bon. Par contre, en termes de flexibilité, il reste un petit peu moins flexible que le camion, il n'y a rien de plus flexible qu'un camion. Et donc, il y a encore aujourd'hui certaines contraintes qu'il va falloir qu'on arrive à débloquer, que ce soit sur les délais de livraison, justement sur notre faculté à aider les transporteurs à charger le matin pour s'assurer qu'on a bien le train le soir. Mais est-ce que les délais, c'est important compte tenu des marchandises que vous transportez par train ? Oui. Et oui. Alors les délais, Vous transportez quoi ? Des chips ? Je transporte des chips et de la boisson. A priori, ça ne va pas bouger, c'est pas du frais. Je me fais faussement naïf, mais quelle est l'importance d'avoir 24 ou 48 heures de plus ? Quand je vais faire de l'usine à mon dépôt, pour le coup, là, en effet, les 24 heures près, je vais les absorber. J'ai des stocks qui servent à ça. Par contre, quand je vais aller servir mes clients, je dois les servir en temps et en heure. Si c'est pas le cas, ça se passe pas bien. Les clients sont insatisfaits et c'est absolument pas le but. Par contre, nos clients sont pas forcément au courant de tout ce qu'on fait, donc il y a aussi des discussions à avoir, partager tout ce qu'on a pu mettre en place, et puis après expliquer que on a mis du train en place, c'est super. Par contre, tout ça ne se fait pas tout seul. Encore une fois, on a besoin, les transporteurs ont besoin des chargeurs, les chargeurs ont besoin des transporteurs. On a aussi besoin d'intégrer nos clients dans toute cette démarche-là pour pouvoir mettre en place tout ça de la meilleure manière possible. Bon, puis Monsieur Cordelet, quand il y a une grève des cheminots, de toute façon, il y a un report modal sur la route. Tout à fait. C'est ce qui se passe depuis 3 semaines, bien entendu. Tout a rebasculé sur la route, donc on ne parle pas de bilan carbone à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, quel est le schéma idéal pour nos amis qui sont là pour faire du multimodal ? C'est quoi les facteurs limitants ? À quoi il faut penser ? Moi, d'abord, je pense qu'il faut d'abord la volonté. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la curiosité de voir comment ça fonctionne, quels sont les prérequis. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues dans ce métier sur le multimodal. Oui, ça fait 15 ans que je fais de la pédagogie et on se développe, mais quand vous voyez ce qui se passe depuis 3 semaines, ça peut refroidir quand même quelques chargeurs. D'accord ? Aujourd'hui, si on passe tout par la route sans se poser de questions, je vous dirais que c'est simple et compliqué à la fois. Simple parce que c'est impératif si vous voulez sauver votre modèle économique, parce que si vous laissez tomber vos chargeurs, vos clients, ils iront sur la route et ils ne reviendront plus jamais. Donc vous êtes condamné, entre guillemets, à trouver des solutions et à faire le maximum. Bon, en cette période, même par la route, c'est aussi compliqué. On a des blocages d'autoroutes, des blocages de zones logistiques. Tout le monde souffre. Mais on assure et ça permet justement, lorsque ça va se lever, ces problèmes-là, que tout revienne sur le rail. On a l'exemple de décembre 2019 où pendant 5 semaines, on a souffert énormément puisque les ports étaient bloqués, les trains ne fonctionnaient plus et tout est passé en route. On a déclenché en 5 semaines l'équivalent de 800 relais pour justement garantir le service à nos clients, avec bien entendu des fois des décalages, il ne faut pas se leurrer, sur 1000 km, vous avez des fois des décalages de 24 heures, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais on a limité la casse, et d'ailleurs, dès que c'est revenu, le 8 janvier 2021, tout est revenu, 2020, pardon, tout est revenu sur le rail. Voilà. Donc il faut une forte volonté qui aille au-delà des idées reçues. Oui. Madame Getsch, pardon. Non, parce que pour le dire, je pense qu'une des idées reçues aussi qui peut faire peur, c'est que ça peut être long et compliqué à mettre en place, et c'est absolument pas le cas. On entend souvent ça. Oui, alors Manuel, on s'est rencontrés dans un autre salon qui a lieu en octobre de 2021, et en décembre, on a fait nos premiers flux ensemble.
Donc non, ça va très vite. Hein, et ça commence aussi par de la curiosité de aujourd'hui, j'ai besoin de faire ce flux-là. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour moi? Oui, je peux vous monter tant de caisses par semaine. C'est superbe, en fait. Donc, c'est pas forcément très compliqué. Bon, une fois qu'on a la volonté, est-ce qu'il y a des critères physiques? Je reviens à cette question pré- et post-acheminement. Est-ce qu'il faut être forcément boraquais ou quasiment? Vous avez tous les cas de figure. Bien entendu, si vous avez des chargeurs qui se mettent à 2 km de Dourges et à 2 km de Miramas et qui ont des flux inter-entrepôts, ils ont tout compris à la question. Eux, il faut un report modal de 99%. Voilà, on a quelques grands du bricolage qui ont procédé ainsi. Je dirais ils ont un bilan carbone sans aucune mesure. Après, nous faisons aussi des chargements à Nice, où on sait qu'on a 230 km pour revenir à Miramas. Mais comme c'est dans le sens montant sur la région parisienne, la région nord, et qu'on a des flux descendants sur Nice, ça a de la pertinence. De toute façon, vous réduisez votre bilan carbone de 80%. Donc il n'y a pas de règle établie. De la même façon, quand on dit en dessous de 500 km, c'est une hérésie de faire du rail, eh bien on a un gros chargeur qui a mis un train sur 100 km. Sur 100 km pour faire son export. Vous pouvez le citer si vous voulez. Nestlé, 100 km. Voilà. Faire un train de 100 km, ça paraît... Alors il y a encore quelques années, ça économiquement... paraissait une aberration, alors que non, au contraire. Bien sûr, ça s'organise, ça se prépare, mais c'est l'équivalent de 52 caisses jours qui voyagent par le train. Vous imaginez le bilan carbone multiplié par 250 jours, multiplié, là justement, je vous ai mis, pour faire simple, pour avoir des idées simples sur l'incidence du bilan carbone. Un tracteur, on va dire, consomme aujourd'hui 30 litres au 100, donc 0,3 litres le kilomètre. 1 litre de gasoil émet l'équivalent de 3,1 kg de CO2, données de l'ADEME. Et donc la technique rail-route va réduire de 85 à 90 km sur les axes utilisés. Donc si vous faites un comparatif, vous allez voir... On a fait un schéma, si ça veut bien arriver. Ça va arriver, voilà. Si on prend un trajet d'Ourges, par exemple, où on a justement un client qui a 2 entrepôts sur cette ligne-là, vous avez le comparatif clair. Par la route, les 1000 km, ça vous fait 300 litres. C'est entre Dourges et Miramas, le terminal de Miramas. En fait, c'est un trajet entre 2 zones logistiques. Zone logistique de Dourges, qui est à proximité du terminal, donc il y a 3 km pour rejoindre l'entrepôt logistique. Et Miramas, pareil, il y a 3 km. Donc vous avez 1000 km de trajet et vous en faites 2 x 3, 6 par la route. Donc vous voyez le bilan carbone. D'un côté, vous consommez 300 litres. De l'autre côté, vous dépensez 2 litres. Donc, et vous économisez quasiment 1 tonne de carbone à chaque fois que vous faites un transport. Là, il faut rajouter le pré- et le post-acheminement. Là, c'est un cas idéal, 3 km. Tout à fait. Mais pour ça que je parlais de 85, là, on est en train de parler de 99% de réduction de l'impact. D'accord? Décidément. Ouais. Voilà. Le résultat de l'OMAC sur l'année 2022, donc c'est 16 000 calèches en rapport modal sur à peu près 85 à 90% de la distance. Ça représente 4 234 000 litres de gasoil, l'équivalent donc de 13 380 tonnes de CO2. Alors, quand on dit ça, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Si je vous avais dit 10 000, 20 000, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous faites le rapport avec le tour de la Terre qui fait 40 000 km, c'est un peu plus parlant. Ça veut dire que vous avez évité de faire 352 fois le tour de la Terre. Voilà, pratiquement 1 fois par jour. Vous évitez de faire 40 000 km. Vous les faites en train, avec de l'électrique. Voilà. Donc ça, c'est parlant. C'est de la décarbonation immédiate. Ce n'est pas des projets dans 1 an, dans 2 ans, de dire on va pouvoir décarboner avec tel carburant alternatif, etc. Ça, c'est du concret. Et après, on peut voir ce qu'on a fait avec PepsiCo. Là, vous avez le schéma des commandes PepsiCo sur le plan international. On a fait en 2022 153 flux entre Burgos. Donc, vous avez l'acheminement entre Burgos et le terminal ferroviaire de Muguer. Vous avez 280 km. Vous avez donc les 1000 km en traction rail entre Muguer et Dourges.
et il vous reste les 8 km pour terminer sur l'entrepôt de Libercourt. Voilà. Ça, c'est la partie donc en faisant du jour A, jour C. Et comme c'est de l'inter-entrepôt, on a pu négocier avec PepsiCo de dire, bon, par moment, si on doit faire du 72 heures, du 3 jours, c'est pas la catastrophe. Voilà. Parce que c'est de l'inter-entrepôt. C'est pas la catastrophe, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas un jour près? Sur la partie usine-dépôt, c'est pas la catastrophe, non. Le but n'est pas que ça fonctionne comme ça partout, tout le temps, mais non, c'est pas la catastrophe. Là, vous avez le schéma donc, des commandes PepsiCo sur le plan national, où sur une année, donc 234 flux, quasiment un flux par jour. Donc on part de Libercourt toujours pour faire les 8 km. On fait les 1000 km pour chuter sur Miramas. Et il vous reste, par exemple, pour le client final au Champ-Nîmes, qui est à 75 km du terminal, vous êtes donc sur un schéma où vous allez réduire l'impact environnemental de plus de 90%. Et ça a pu se mettre en place très rapidement. On a répondu à l'appel d'offres en avril 2022 et on a attaqué tout de suite les flux comme ça. Là, vous avez donc le cumul des deux flux. Et en kilomètres, donc vous voyez, vous réduisez donc 87% entre l'international et le national. Vous réduisez le bilan carbone de 87%. C'est 119 970 litres de gasoil non brûlé, 352 tonnes non émises dans l'atmosphère, ce qui correspond à près de 10 fois le tour de la Terre non effectué. Voilà. Donc vous voyez, avec un flux jour, on est en train de parler d'un flux jour, quoi. C'est dérisoire. Donc vous voyez, quand vous voyez les milliers de camions qui peuvent circuler en France, le fait qu'un chargeur s'intéresse à faire du report modal et qu'il vient nous questionner sur la faisabilité, sur les conditions, eh bien tout est réalisable. Bon, indépendamment des problèmes qu'on rencontre actuellement, où là, bien entendu, ça passe par la route. Mais ça va repartir, on l'espère, très vite, de façon à ce qu'on puisse continuer à remplir nos objectifs. Bon, ça a l'air simple comme ça, Madame Gage, à mettre en place. Oui, encore une fois, ça s'est mis en place assez facilement. On a aujourd'hui, nous, on a plusieurs en plus transporteurs avec lesquels ça s'est passé globalement de la même manière. Donc, le multimodal fonctionne vraiment bien. Alors là, c'est vrai qu'on est dans une période qui est assez particulière et qui le vend beaucoup moins. Et comme l'a dit Manuel, ça fait 1 mois qu'on bascule quasiment tous nos flux par la route. Et ça, oui, ça nous coûte de l'argent parce que c'est des flux qu'on va chercher à la dernière minute en camion. Et ça grève votre bilan carbone affiché dans la notation extra-financière. Et en plus, oui, on a un impact carbone qui va être moins bon que prévu parce que 1 mois dans l'année où on fait moins de trains, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait plus. Encore une fois, sur les flux amont, comme on fait du dépôt, enfin du usine vers nos dépôts, on va essayer de garder quand même un petit peu de train. Là où on va avoir un petit peu de stock qui vont nous permettre d'absorber ces chocs-là. Quand on va livrer nos clients aujourd'hui, par contre, quasiment la totalité de nos flux est par la route, oui. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Si un bras se lève, je me précipite vers vous. Oui, j'arrive. Ah oui, vous êtes loin quand même. Attendez, est-ce que j'ai un autre micro? Oui. Merci de le faire circuler. Merci, madame, de vous présenter. Bonjour, Cécile Michaud du cabinet Résonance. Je fais du conseil notamment sur de la multimodalité. Donc, merci pour le partage et pour l'exemple. Et donc, je voulais aller justement dans la continuité de ce que vous venez de dire. Donc, sur le flux amont entre l'usine et le dépôt central, effectivement, s'il y a un peu de report de délai, etc., c'est pas très très grave parce que vous pouvez absorber. Et là, du coup, avec la grève sur le flux aval pour redescendre sur Nîmes, vous dites, là, ça devient compliqué. Du coup, en temps normal, hors grève, comment vous avez travaillé avec vos clients du coup sur le délai de livraison sur leur dépôt, parce que le délai est, j'imagine, un petit peu rallongé. Non. En fait, aujourd'hui, vu la distance, quand on l'a mis en place, on a voulu le mettre en place assez rapidement, donc tout venait de nous. Donc en fait, on a mis en place avec les délais qu'on avait sur du camion. Donc notre taux de service, pour le coup, a un petit peu baissé. On se parle de à peu près 2 points de taux de service. Donc ça reste un taux de service qui est quand même très bon. Qui est trop bas pour nous parce qu'on va les taper plus haut, mais ça reste un taux de service qui est très bon et qui est tout à fait acceptable. Par contre, là, on commence, maintenant qu'on veut pérenniser cette situation-là,
il va y avoir en effet un travail pour aller voir nos clients, pour les informer de tout ce qu'on se fait. Et en effet, dans les discussions, il va y aussi s'ouvrir la discussion de se dire si jamais on peut avoir 1 à 2 jours de délai supplémentaire pour le train, à voir avec vous en fonction des typologies de produits, si c'est sur les grosses références et qu'a priori vous avez du stock aussi, pour essayer d'obtenir ça. Parce que, en effet, comme je disais tout à l'heure, en fait, un train loupé, un camion qui part avec du retard, il va avoir 2-3 heures de retard. Un train loupé, c'est tout de suite 24 heures de retard. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et donc pour vos clients de la grande distribution, je vais un peu plus loin, vous sentez comment cette discussion? Ils sont mûrs, ils sont ouverts, ou c'est encore le taux de service qui prime? Voilà, vous le sentez comment? Bonne question. C'est très très récent, donc je peux pas encore j'ai pas encore assez de retours pour pouvoir me prononcer pour eux. De ce que j'ai quand même l'impression... Vous les sentez énervés quand ça arrive un peu en retard? Non, c'est vraiment, c'est un sujet qui est tout nouveau, donc on commence seulement à en parler avec eux. C'est pour ça que les ressentis, j'en ai assez peu. Et aujourd'hui, j'ai plutôt les deux. Il y en a certains qui sont juste pas forcément intéressés tout de suite, donc on en reparlera plus tard. Et il y en a certains qui sont là, bah oui, absolument pas de problème. Et donc là, on se dit, mince, pourquoi je suis pas venue te demander ça il y a un an? Donc non, ils sont pas forcément réticents. Mais je pense qu'il y a de l'information, de la pédagogie à faire là-dessus. Ok, merci, super. Monsieur Cordelet, vous avez des infos là-dessus? La grande distribution aime ou n'aime pas la multimodalité, les retards? Mais la grande distribution, elle veut aussi décarboner. Elle veut aussi décarboner. Et je pense que ce qui manque, c'est un échange. Ce qui manque, c'est un échange plus constructif pour justement voir isoler ce qui est urgent, qui ne permet pas d'attente, et ce qui peut être justement décalé pour justement prendre des sécurités. Ce qui veut dire que l'échange est limité pour l'instant. Il faut qu'il commence. Ah oui, d'accord, il n'a pas commencé. Donc il faut qu'il commence, mais encore une fois, c'est une volonté. S'il y a une volonté, on peut arriver à trouver des schémas. Là aussi, de la même manière que je vous parlais d'avoir des caisses décrochées chez les expéditeurs, on peut très bien aussi avoir des caisses décrochées chez les destinataires, sur les plateformes. Il y a des plateformes qui travaillent de nuit, par exemple, et qui seraient sûrement très contentes d'avoir leur flux, au lieu d'arriver le lendemain matin à 6 heures, d'avoir les flux qui soient déposés chez eux, décrochés la veille. D'une caisse qui est arrivée le lendemain matin, qui on décroche la veille au soir et qui permettrait de traiter ces flux-là en toute tranquillité pendant la nuit. Il y a des choses à creuser. Il faut simplement avoir la volonté de travailler sur les plans de transport. Et je pense que le Covid a fait bouger les choses. Le Covid a fait bouger les choses où là, on s'est aperçu d'abord que, heureusement que le train était là, parce que tous les plans de transport étaient très impactés. On s'est aperçu quand même de la résilience du train et de ce que ça avait pu apporter, parce que les chaînes logistiques n'ont pas été rompues, ou très peu. Donc voilà, il faut simplement se mettre autour de la table, regarder les contraintes, et il y a des choses à faire. Il faut simplement la volonté. Chloé Gage. Et après, mais là c'est pour aller plus loin, il faut améliorer le réseau en fait. La volonté du gouvernement, c'est de multiplier par 2 le fret ferroviaire. On est censé passer de 9 à 18% d'ici 2030. Ça fait des années que l'État dit qu'il va améliorer le fret ferré, etc. Plus personne n'y croit. Vous y croyez-vous? Il faudrait qu'il le mette en place. Voilà, la Première ministre a promis 100 milliards pour rénover l'ensemble du réseau. Bon, ça arrive un peu tard, mais vous y croyez-vous? Il faut qu'on y croie parce que... Oui, sinon on désespère, voilà, je sais bien. Exactement, ça fait 15 ans. On sait bien que c'est pas toujours facile, simple. C'est pour ça qu'on a... vous savez, quand on a créé la société en 2007... il y avait déjà des grèves, il y avait déjà des ruptures de caténaires, il y avait déjà des problèmes. Quand on a cherché à convaincre nos clients, on leur a dit mais comment ça se passe quand il n'y a pas de train? Donc on leur a dit mais quand ça se passe comme ça, on bascule sur la route, on met des relais en place pour continuer à assurer le travail. Et les chargeurs qui nous ont rejoints depuis 15 ans ne nous ont pas quittés parce qu'ils ont compris la mécanique, ils ont compris aussi. On parle de la route qui est une souplesse extraordinaire, mais on ne parle pas assez de la souplesse que peut apporter le train. Quand il fonctionne bien et que vous avez un client qui vous dit moi je passe d'un volume de 1 à 3 au départ de Lille, un routier dit il faut que je trouve 3 chauffeurs qui aient fait leur coupure, qui aient fait leur repos compensateur, etc. Nous, il suffit écoutez, on a 2 caisses décrochées chez vous, on fait 3 rotations avec le même chauffeur et il n'y a pas de silence, il n'y a pas de sujet. Ouais. Voilà. Et ça, une fois que le chargeur il a compris ce système-là, il voit l'intérêt. Il voit l'intérêt justement de dire quelqu'un qui maîtrise la chose, qui va pouvoir répondre très rapidement sur ces sujets-là. Il y a vraiment des habitudes à changer. Chers confrères,
Oui, bonjour, Éric Demangeon de Stratégie Logistique. Donc j'ai 2 questions. La première question, alors je crois que je n'ai pas dû bien comprendre. Vous avez 2 usines en Espagne, vous montez à Libercourt et pour redescendre dans le sud après. Et donc vous faites un aller-retour nord-sud pour approvisionner le sud, c'est bien ça? Alors, en partie, oui. Il va y avoir 2 choses, mais notre dépôt est dans le nord de la France, donc il faut ça. On commence cette année. On a un projet en fait qui est en train de sortir là, qui est 2023. On va commencer à expédier directement depuis notre usine en Espagne. Expédier depuis pas son pays d'expédition, quand on est une entité française, ça se fait pas comme ça. C'est assez compliqué. Donc il y a un projet. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que Un projet Burgos, Nîmes, c'est ça, Miramas direct directement, oui, vers nos clients En qui train. sont dans la partie sud. Alors là, on va commencer en camion parce que c'est un tout nouveau projet, c'est des nouvelles lignes. On les a jamais travaillées, donc elles vont commencer en camion. Après, on va voir dans un second temps comment on va les décarboner. Mais donc, pour revenir sur ce, voilà, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est qu'en fait, la plus grosse usine quand même qu'on a l'usine de Burgos, c'est une usine de chips. C'est pas notre première, c'est notre 2e usine de chips. La première, en fait, est à Verne, donc elle est à 100 km de notre dépôt. Donc c'est aussi pourquoi notre dépôt est dans le nord. La seconde raison est qu'en fait, notre usine qui est à Burgos ne produit pas toutes les références. Donc en fait, quand il y a des commandes clients, on ne choisit pas les références qu'il y a dedans, donc on est obligé de consolider tout ça qui est dans notre dépôt qui est à Libercourt. Ce qui explique que ça monte et que ça descend. Ce qui explique aussi pourquoi on a voulu mettre tous ces trajets en train, parce qu'en effet, ça voyage un peu. Après, tous nos clients ne sont pas situés dans le sud-est non plus. Et il y en a une grosse partie qui est dans la région parisienne, donc ça part un petit peu moins loin. Monsieur Cordelet, vous pouvez faire du Burgos Miramas en train? Du Burgos Birabas? Pas actuellement. D'accord. Pas actuellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de ligne. Ah bah voilà. La deuxième question, lorsque vous exprimez les gains du transport combiné, vous parlez en litres, en CO2 et vous parlez aussi en productivité chauffeur. Mais jamais vous mettez, vous les traduisez en coût analytique. Vous savez, un litre. Mettez le micro sur le menton. 1 litre, c'est 1,5 € maintenant, ou un peu plus. Donc ça se multiplie assez facilement. Et donc ma question, elle n'est pas tant sur les gains obtenus, sur lesquels on pourrait les traduire différemment, c'est le coût payé. Est-ce qu'aujourd'hui, utiliser le transport combiné rail-route vous a procuré une économie? Et si oui, c'est possible de combien? Et sinon, s'il y a un partage des gains obtenus, parce que vous citez un certain nombre de gains, même la tonne CO2. La tonne CO2, elle est à, vous allez m'aider, Une centaine d'euros. 100 euros. Mais en fait, aujourd'hui, la tonne CO2, et on là, la paye. c'était 133 000, je crois, tonnes CO2. Donc ça se traduit en euros. Donc voilà, je reviens sur la question du coût. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en réalité, la tonne CO2, moi aujourd'hui, en fin d'année, je ne la paye pas. Donc je fais des projections pour des investissements aujourd'hui pour dans 4-5 ans. La tonne CO2, elle est censée arriver pour nous en 2027. C'est ce qui est sorti en décembre, c'est pas encore voté. Hein. Elle est censée arriver en 2027 et d'ailleurs, elle ne sera pas à 100 euros. Normalement, elle est censée être plafonnée à 45. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas des économies jour J, puisque moi, je ne les paye pas en fin d'année. Donc par contre, en effet, c'est des projections que je prends pour faire des investissements aujourd'hui, pour décarboner pour le futur. Ça, c'est pour la tonne CO2. Après, sur la partie, est-ce que ça nous coûte plus cher ou pas de faire du train? En fait, ça dépend des lignes. Les lignes qui fonctionnent très bien, on va les payer un peu moins cher. Donc, en effet, là, le gasoil va jouer. Les lignes d'Espagne, où on a des gros préacheminements, sont des lignes plus compliquées. Et non, là, je les paye un peu plus cher. Il n'y a pas de règle, parce que justement, le carburant est intervenu en termes de hausse et a faussé un peu, enfin, a influé à ce que justement le rail soit moins cher. Seulement maintenant, avec la surcharge d'électricité que l'on a sur les flux rail-route, bon, ça change un peu la donne quand même. Globalement, si vous voulez, entre la route et le rail, suivant les périodes, c'est plus ou moins. Mais ce n'est pas l'écart qui va justifier qu'on va tout basculer sur la route ou tout rester sur le rail. C'est vraiment une volonté de décarboner parce que l'écart, il n'est pas extraordinaire. Par contre, effectivement, quand vous parlez de tonnes CO2, le jour où ça va rentrer en vigueur, là, il y a beaucoup de chargeurs qui, jusqu'à présent, ne se sont pas occupés, qui là vont s'affoler un peu. Et ce que je dis aussi, c'est que premier arrivé, premier servi. Donc ceux qui se décideront au dernier moment pour avoir des places sur les trains, compte tenu de la saturation quand même aujourd'hui, eh bien, ils auront moins de place. Donc c'est pour ça que beaucoup de chargeurs qui nous ont rejoints depuis 15 ans sont convaincus de notre sujet et veulent justement avoir des places sur le train pour justement continuer à décarboner et poussent justement
ne serait-ce que par rapport aux 46 tonnes qu'on va peut-être évoquer après. On va en parler, oui, la taxe carbone arrive. Allez-y. Non, c'était juste pour rajouter par rapport à ce que Manuel disait. Et j'ai un trou. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Non. Prenez le temps de réfléchir. Mesdames, Messieurs, Ça va revenir. aidez Madame Gage à retrouver ce qu'elle est en train d'oublier en posant une question, en faisant une remarque, en levant le bras. J'essaye de vous inciter à participer. Voilà, merci monsieur. Le micro. Pardon, c'était ça. Non, Je suis désolée. Avant que ça reparte, ça peut repartir vite aussi. Sur les coûts, un impact qu'on a eu cette année qui est très fort, c'est le prix du mégawattheure. Et ça, on n'en a pas parlé et c'est quand même hyper important. Il a fait x4 entre l'année dernière et cette année. Il avait déjà fait x2 l'année d'avant. Donc en fait, on est sur un x8 en 2 ans. Donc en fait, le prix du mégawattheure, aujourd'hui, le gouvernement aide pas trop. Enfin, c'était en cours de discussion. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. L'Allemagne a plafonné le prix. Mais aujourd'hui, ça fait partie des risques qu'on a à court terme. Le prix de l'électricité explose. Et donc malheureusement, le train est également touché. Voilà. Merci. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour, Pierre Lipoglazov de l'ADEME. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on peut considérer que l'on peut comparer un camion et un train ou un wagon, plus exactement? Est-ce que ce n'est pas tout à fait la même logistique? Moi, j'ai tendance à penser que le train, en vous écoutant, c'est plus un moyen de transport de masse, qui veut dire que le chargeur PepsiCo que vous êtes doit travailler son film pour pouvoir bien charger ses trains ou ses wagons. Ou est-ce qu'on peut comparer un camion et un wagon? Quelle est votre opinion? Non, justement, c'est la souplesse du transport combiné, c'est qu'on fait le même travail qu'un routier. C'est-à-dire nous, on va être client de l'opérateur ferroviaire qui lui a en charge la constitution du train qui va faire 40 ou 42 caisses, équivalent camion, et où donc nous, on va réserver nos places en fonction du portefeuille client que nous avons pour assurer. On ne va pas acheter un train complet. Effectivement, il y a des chargeurs qui le font, notamment des transporteurs de boissons, notamment. Mais nous, on est dans un schéma où on va donner cette souplesse. Le client a besoin de 5 places, on lui trouve 5 places, 6 places, 7 places, le lendemain 2 places. Voilà, on essaye, nous, de globaliser sur l'ensemble de notre portefeuille pour aussi garantir le plus possible une volumétrie en adéquation avec nos annonces pour l'opérateur ferroviaire. Parce que, juste une petite parenthèse sur l'opérateur ferroviaire, pendant ces 3 semaines-là, il souffre énormément parce qu'il y a des frais fixes énormes et quasiment aucune recette, quoi. Donc là, il a vraiment besoin du gouvernement et des aides parce que là, en ce moment, c'est très compliqué, quoi. Madame Gage. Oui, après, c'est juste pour aller dans le même sens que Manuel. Je pense que la photo que vous avez sous les yeux le montre bien. Moi, j'ai rempli la caisse comme j'ai rempli mon camion et juste elle est prise, elle est mise sur le train. La facilité que nous, on a, par contre, là, qu'on va avoir par rapport à d'autres, c'est qu'en effet, on travaille principalement sur du camion complet. Et ça... sur aujourd'hui, j'ai pas encore il va falloir qu'on le travaille, mais sur mon camion non complet, on fait pas encore de train. Alors, si je peux faire juste une parenthèse, l'OMAC a une petite spécificité, c'est que nous faisons aussi du lot partiel en rail-route. Voilà. On fait du lot partiel, pas en groupage. Je parle pas d'une à 6 palettes, mais je parle du 7, 8 jusqu'à 33 palettes. Dans des conditions bien spécifiques, mais aujourd'hui, nous faisons ce genre de trafic pour un certain nombre de chargeurs. J'ai en tête une plateforme à Château-Thierry où on charge pour 5 industriels qui vont charger complet, mais où ensuite je vais rééclater parce que j'ai une plateforme de cross-dock. Donc je fais si vous voulez, là où je prends un exemple de ce qu'on est capable de faire. Je prends un exemple, vous avez 3 lots de 11 palettes à charger à Château-Thierry et il faut livrer par exemple 11 palettes à Fréjus, 11 palettes à Marseille, 11 palettes à Montpellier. Et la simplicité de la chose, c'est qu'il faut livrer le même jour à la même heure. Bon, aujourd'hui, 100%, c'est la route. Pas moyen de faire autrement. Notre système fait que nous pouvons charger le même jour. L'essentiel, c'est de charger complet. D'accord ? Donc, avec un minimum de 30 palettes, nous pouvons charger les 3 lots, les descendre sur Valenton sur 100 km au lieu de 800 par la route, 100 km de traction entre Château-Thierry et Valenton, une traction de 750 km entre Valenton
et Miramas. Et ensuite, les 3 lots, on va bien sûr en passer 2 à quai. Le dernier, on va le laisser. Et on va bien entendu envoyer 3 camions sur les 3 points pour livrer le même jour à la même heure. La différence, c'est comme on est dans un schéma de grande distribution où leurs conditions de vente en général c'est du J+4, J+5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'annonce le lundi, vous chargez le mercredi et vous livrez le vendredi. Le lundi, vous chargez, vous avez donc les quantités et vous avez votre responsable d'exploitation du Sud qui, dès le lundi, sait ce qu'il a à faire le vendredi. Donc charge à lui après de mutualiser. Et bien sûr, il ne va pas envoyer le camion à Fréjus avec seulement 11 palettes. Voilà, c'est ce travail-là de massification où là, justement, vous pouvez encore réduire votre empreinte carbone de plus de 80%. Chers confrères. Alors, je suis l'OMAC et je m'engage auprès de PepsiCo à prendre ces différentes caisses mobiles et de les poser sur le train. Mais moi, l'OMAC, je me rapproche de l'opérateur ferroviaire et donc je réserve une capacité sur le train. Oui. C'est bien ça, c'est vous qui Exactement. réservez la capacité, c'est pas PepsiCo. Non, nous, on est comme le routier à qui vous envoie une commande et qui va se charger de A à B du travail. Après, ce qui se passe au milieu, à la limite, ça ne le concerne pas, c'est notre travail. Donc sur chaque train, vous avez un nombre de places qui vous est réservé pour PepsiCo ou d'autres clients. On va mutualiser justement parce qu'on ne peut pas faire du cas par cas. PepsiCo, je ne peux pas lui demander une caisse le lundi, une caisse le vendredi et j'irai ne pas assumer lorsqu'il a des pointes. Donc, par contre, on travaille ensemble pour connaître leur volumétrie, leur saisonnalité et on va ensuite faire de la pré-réservation. Et aussi, on va communiquer bien sûr avec notre opérateur ferroviaire en fonction des nouveaux trafics qui se présentent pour dire voilà, à partir de telle date, c'est tel volume dont j'ai besoin. Et là, justement, le travail de l'opérateur ferroviaire, c'est de trouver des solutions avec le train existant, avec d'autres trains qui peuvent se faire sur la ligne. Voilà, c'est un travail de collaboration pour justement répondre aux engagements. Je ne peux pas dire à mon opérateur ferroviaire, demain, je te mets 10 caisses et après-demain, c'est 40. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Et ma question, c'est sur les stocks. Comment avez-vous modifié votre politique, votre niveau de stock, en intégrant plus ou moins de transport combiné ou de route? Puisque si je vais plus vite, plus de fréquence, j'ai moins besoin de stock parce que j'ai plus de rotation. Par contre, si mon transport est un peu plus long, il faut qu'à chaque sur mon dépôt, j'ai un peu plus de stock dans l'attente d'un retour du flux. Non, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas changé nos délais. Donc à partir du moment où j'ai pas changé mes délais, j'ai pas changé mes stocks. Quand ça met, en fait, quand tout à l'heure on parlait de mettre un jour en plus, c'est de l'exceptionnel. C'est pas un trajet sur 2 qui met un jour en plus. Donc non, on n'a pas changé nos stocks. À part s'il y a des périodes qui vont être compliquées et qu'on les prévoit et qu'on les voit venir, auquel cas, mais ça va être ponctuel et ça va être au cas par cas. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport justement à ces délais. La souplesse que peut apporter le rail. Quand vous faites de la route, le routier qui fait Lille-Marseille, vous ne pouvez pas lui dire, bon, écoute, charge lundi, mais j'ai pas besoin de la marchandise avant vendredi. Hein. Bon, il va vous dire, écoutez, je vais charger mercredi et je descendrai, mais je ne vais pas charger lundi pour le vendredi. Non, ce n'est pas possible. Avec le rail, ce n'est pas pareil. Vous avez vu, on a 300 caisses mobiles pour 154 châssis. Donc, vous avez possibilité de faire un peu de rétention. Je reviens sur l'exemple des 3 lots de 11 palettes. J'ai pris les cas caricaturales de 3 lots à livrer le même jour à la même heure. Bon, ce n'est pas tout le temps la même chose. Mais vous pouvez très bien dire à votre logisticien, et c'est là où il faut communiquer, il va vous dire, écoutez, j'ai 2 lots de 11 palettes à livrer le vendredi, mais le 3e, non, il faut le livrer que lundi. Donc, je ne peux pas le mettre dans la caisse. On va dire si. Vous les mettez le même jour, le mercredi pour le vendredi dans la même caisse, je vais simplement garder le lot de 11 palettes 24 heures de plus. Ce n'est pas un drame. Par contre, je pars avec une caisse pleine et je peux assurer le travail. Ce qui va donner de la souplesse aux chargeurs, notamment quand je prends l'exemple de Château-Thierry. Château-Thierry, c'est 100 km de l'Île-de-France. C'est quand même bien excentré. Quand vous demandez à un transporteur de venir uniquement pour charger 11 palettes,
Bon, s'il peut les charger à Créteil, il va plutôt les charger à Créteil, plutôt de monter jusqu'à Château-Thierry. Ça, c'est des notions où, justement, dans les plans de transport, le chargeur ou l'organisateur, le pilote de flux, prend ça en considération, parce qu'on va lui apporter un confort de travail. Une petite dernière. Oui, mademoiselle, là-bas, tout au fond. Enfin, madame. Sébastien Alexandre, LCL. Bonjour. Bonjour. Une double question mais qui se rejoint. Quelles sont les principales limites aujourd'hui à faire plus de combiner rail-route? Enfin, comment vous le percevez? Et deux, quid de la saturation du réseau? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge ou plus beaucoup en fait? Merci. Merci. Il nous reste 4 minutes. C'est le problème, justement. Parce La saturation. La saturation. C'est pour ça que je disais à un moment donné, mettez-vous sur le rail, mais faites-le vite parce que justement les places ne seront pas illimitées. On milite pour justement travailler à ouvrir d'autres terminaux. Mais qu'est-ce qui fait que c'est saturé? Il n'y a pas assez de sillons? C'est parce que le ferré est toujours secondaire par rapport au flux de passagers? C'est ça, tout à fait, c'est ça. Faut comprendre le système, c'est que les trains de voyageurs sont prioritaires, ils voyagent la journée. Les trains de fret ne sont pas prioritaires, ils voyagent la nuit. Et la nuit est réservée aux travaux aussi. Voilà. Non, ça fait partie des difficultés. Voilà, ça fait partie des difficultés. Et les 100 milliards pour rénover le réseau vont se faire la nuit. Donc, ça serait bien, justement, on essaie de militer pour avoir une place un peu réservée pour ces travaux sur ces lignes-là qui se fassent. C'est propre à la France, ça, cette façon de faire circuler les trains? Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Suisse, en Allemagne, le pourcentage de fret ferroviaire est 3, 4, 5 fois supérieur à celui de la France. Et nous, il y a 30 ans, on était à 20% quand même. On est descendu à 9%. Là, on est remonté à un peu plus de 10%. Si on veut passer justement à 18% rapidement pour respecter les engagements, je reviens, excusez-moi, sur le dilemme on a quelques minutes sur le 46 tonnes. On a 2 minutes. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas le dilemme du 46 tonnes, je vais faire court. Jusqu'en 2014, les routiers pouvaient transporter 40 tonnes. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de 24 tonnes 500 de marchandises. Et donc, toute l'industrie a conditionné ses usines et sa palettisation pour être à 24 tonnes 500, donc l'équivalent pour 33 palettes de 740 kilos la palette. D'accord ? En 2014, le gouvernement, pour faire de l'écologie, a bien fait. Il a dit on va passer à 44. Le rail-route était déjà à 44. Mais en faisant ça, ça veut dire que les routiers peuvent mettre maintenant 4 tonnes de plus, c'est-à-dire 28 tonnes 500. Donc, les industriels ont conditionné leurs palettes de façon à ce qu'elles soient plus lourdes et arriver à 28 tonnes 500. Sauf que le rail a été complètement oublié dans l'histoire depuis 9 ans en disant vous allez rester à 44 tonnes. Sauf que nous, la particularité du railroad, c'est que nos ensembles sont plus lourds. Vous avez le châssis et vous avez la caisse. Donc on en met moins. Pardon ? Donc on en met moins. Surtout que les ensembles sont plus lourds, de 2 tonnes. Donc en fait, quand on était, nous, habilités aux 44 tonnes, quand les routiers étaient encore à 40, on pouvait déjà mettre 26 tonnes 500, 2 tonnes de plus que par rapport aux 24 tonnes 500. Sauf qu'on n'en profitait pas tellement, puisque les industriels avaient conditionné leur vente à 24 tonnes 500 et ensuite à 28 tonnes 500. Et ça fait 9 ans qu'on limite, de dire on veut en fait une égalité de traitement. On veut aussi avoir la possibilité de transporter 28 tonnes 500, donc à égalité. Et là, on va faire du report modal, parce que quand la loi est passée, en 2014, il y a eu du report modal inversé, où l'acheteur a dit mais moi je vais pouvoir transporter 4 tonnes de plus, 2 tonnes de plus par rapport au rail. C'est bien beau l'écologie, mais 2 tonnes sur 28 tonnes 500, vous êtes à du 7% en coût d'achat. Donc oui, l'écologie, mais il faudrait avoir l'égalité de traitement. Et nous, c'est ce qu'on demande. Il y a une expérimentation qui est en cours. Aujourd'hui, il y a encore des blocages. On cherche à les faire lever, mais ça prend encore trop de temps. Ça fait 9 ans qu'on attend cette possibilité. Et là, quand on parle du 46 tonnes, donc avoir les 2 tonnes de plus pour être à égalité, vous avez bien compris, à 28 tonnes 500, on demande à travailler simplement comme les routiers. Et donc de pouvoir faire un Marseille-Lille, vous vous rendez compte du comble. Vous allez pouvoir légalement transporter 28 tonnes 500 sur 1000 km, croiser des dizaines de milliers de voitures avec leurs familles au niveau légal. Ça ne pose aucun souci. On veut faire la même chose en train où en fait on va faire 10% du trajet et on n'a pas le droit. Cherchez l'incohérence. Voilà.
Voilà, 9 ans pour trouver la cohérence. Vous êtes d'accord à l'ADEME? Il y a un vrai problème de cohérence. Bien. Alors, si l'ADEME dit oui, c'est que vous avez raison. Merci à tous. Peut-être le mot de la fin, Madame Gage. Bon, voilà, je vous surprends. Le train. Oh, non, le train, ça marche très bien, vraiment. Eh ben voilà. Si jamais vous hésitez, n'hésitez pas. Merci. Dans 10 minutes, si vous voulez tout savoir sur le Scope 3, le CSRD, c'est juste en conversation, un débat mené par Altins que je vais conduire pendant une demi-heure. Merci à vous. Merci à vous. Merci.